Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, dans le temps du débat, la Ve République est-elle adaptée à la nouvelle donne politique ? C'était il y a un mois, quasiment jour pour jour, le 9 juin dernier, à la surprise générale, Emmanuel Macron, défait aux élections européennes, active l'arme atomique de la Constitution, article 12, la dissolution de l'Assemblée nationale. Un tremblement de terre qui a donné son dernier bilan hier soir, dimanche 7 juillet, après 3 semaines de campagne express et des secousses dans presque chaque foyer français. Résultat, une mobilisation massive, 66% de participation aux 2 tours, près de 15 points de plus qu'aux dernières élections législatives, et un barrage républicain qui fonctionne encore. Encore une surprise avec l'arrivée en tête du nouveau Front populaire, suivi par Ensemble, la majorité sortante qui sauve les meubles, et un Rassemblement national et ses nouveaux alliés de la droite d'Éric Ciotti à la 3e place, défaite, mais en progression. Alors comment lire ce scrutin inédit ? Nos institutions sont-elles prêtes à accompagner la tripolarisation de la vie politique française ? Comment vont s'articuler ces 3 blocs ? Vit-on une catastrophe institutionnelle ou une formidable opportunité démocratique ? Et surtout, la Ve République qui a survécu à 3 cohabitations et 6 dissolutions, résistera-t-elle à 66 ans à cette nouvelle donne politique ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Dominique Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et je cite votre dernier ouvrage, Les contestations chez Bello-Poli. En face de vous, Anita Hausser, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes journaliste politique et parlementaire depuis les années 70. Vous avez été chef du service politique de TF1 dans les années 90 et vous êtes... Et surtout LCI. Et LCI. Et vous êtes depuis 2011 éditorialiste à Atlantico. Je cite votre dernier article qu'on peut lire en ligne. Le flou total. Après le second tour, Macron non clarifie la France. Vous nous direz pourquoi. Et enfin, juste à côté de vous, Jean-Pierre Jouyet. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez été secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande entre 2014 et 2017 et secrétaire d'État chargé des affaires européennes auprès de Bernard Kouchner sous Nicolas Sarkozy. Je cite l'un de vos ouvrages, Notre vieux royaume, sorti en 2022 chez Albin Michel. Je trouvais qu'il résonnait particulièrement avec l'actualité, mais vous en avez un autre. Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre, chez Albin Michel aussi, sur la multiplication et l'inflation des normes qui existent dans notre pays? Ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Emmanuel Macron, le 9 juin dernier, il y a un mois, il y a un siècle. Est-ce qu'il a réussi, Emmanuel Macron, ce qu'il voulait, ce qu'il nous a dit lors de cette allocution, une clarification? Anita Hausser. Moi, je dis non-clarification, puisqu'il n'y a pas de majorité qui se dégage de ce scrutin. Mais pour autant, les institutions peuvent tout à fait fonctionner. Maintenant, il faut s'adapter. Vous savez, la Ve République, là je laisse la parole aux spécialistes, est très plastique, la Constitution. Quand François Mitterrand a été élu, on disait « mais comment va-t-il faire ? C'est pas possible. Il a critiqué cette Constitution et puis finalement, il s'y est très bien coulé. » Dominique Rousseau. Oui, je pense qu'il faut revenir à 1958, c'est-à-dire le fait que la Constitution a été rédigée contre la 4e République, avec cette idée en plus, 1, qu'il fallait mettre fin à l'instabilité gouvernementale de la 4e, 2, le général de Gaulle, comme Michel Debré, pensait qu'il n'y aurait jamais de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Par conséquent, la Constitution a été pensée avec la perspective de gouvernement minoritaire ou de gouvernement de coalition, d'où la multiplication des articles dans la Constitution permettant de gouverner sans avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vous rappeliez l'épisode Mitterrand, mais je vous rappelle que même lorsque Giscard a été élu président de la République, on se dit, oh là là, la Constitution a été faite par le général de Gaulle pour le général de Gaulle, il est impossible qu'elle fonctionne avec un non-gaulliste. Bon,
ça a fonctionné. Alors ça a fonctionné qu'à un cas, parce que de 1976 à 1981, Giscard d'Estaing était minoritaire dans la majorité. Et Jacques Chirac, qui avait le groupe majoritaire dans cette majorité présidentielle, comment dire, à agacer, à titiller le gouvernement de Raymond Barre en demandant des commissions d'enquête sur Poniatowski, en mettant en cause l'autorité du président de la République, en ne C'était votant pas l'équilibre le de la budget terreur en à l'époque. 79, etc. Donc il y a eu une guérilla parlementaire et la Constitution a tenu. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle en a vu d'autres, cette constitution que j'ai sous les yeux. Jean-Pierre Jouyet, vous qui la connaissez quasiment par cœur aussi. Non, je ne la connais pas aussi bien que Dominique Rousseau, mais je veux reprendre ce qu'il a dit. Parce que déjà sous le général de Gaulle, entre le MRP et les gaullistes, vous aviez déjà une coalition, et coalition qui a mené aussi à des élections anticipées. Ça l'a été rappelé, sous Valéry Giscard d'Estaing, le dernier budget qui n'est pas été voté en France, c'est celui de Raymond Barre en 1980, compte tenu de l'hostilité du RPR de l'époque. Et après, la Constitution a aussi vécu avec des cohabitations qui ne sont pas si mal passées que cela. Enfin, dernier point, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en France de voir de coalition, mais qu'en Europe, le système des coalitions est un système qui existe chez de nombreux partenaires, dont Benelux et en Allemagne et dans les pays du Sud. Je suis très étonnée de vous entendre, et c'est pour ça qu'on vous a invité tous les trois, avec le recul que vous avez, de vous entendre tous les trois prononcer le mot de coalition, qui semble, dans le débat public actuel, être un gros mot. En fait, ça a déjà existé. Ah mais à part 1968, 1981, 2012 et 2017, à part ces 4 exemples, tous les gouvernements ont été des gouvernements de coalition. Mais entre alliés. Comment ? Mais entre alliés. Mais entre alliés, mais des gouvernements de coalition qu'à un cas, entre le RPR et l'UDF, dont je rappelais tout à l'heure, bon, ça n'a pas été toujours simple. Bah non, Chirac Oui, mais est parti. les partis formaient une majorité et il n'y avait pas de programme de gouvernement. Ah, il y avait On un ne- programme de gouvernement. Oui, mais je veux dire, on ne s'entendait pas sur des points. Il n'y avait pas de dissension entre les partis qui Entre les faisaient programmes, partie- Anita Hausser, entre vous les voulez dire. programmes, voilà. Parce que là, quand même, si Ensemble doit gouverner en coalition avec le nouveau Front populaire, ça ne semble mais pas être la voie prise. Par exemple, sur la réforme des retraites, on a quand même 2 visions opposées. Non, mais là, Jean-Pierre Jouyet. pardon. Oui, non, mais vous avez des visions opposées. Il y en a eu qui ont existé auparavant, je vous l'ai dit, lors de certaines cohabitations. Moi, j'ai vécu la cohabitation entre Chirac et Lionel Jospin. Sur les 35 heures, il n'y avait pas d'accord, mais enfin, il y a eu une cohabitation. Mais nous ne sommes pas en cohabitation. Non, nous sommes vous avez raison, en coalition. Donc, il faudra trouver les points d'accord et les programmes et les majorités qui le permettent. Si vous Dominique voulez, Rousseau, constitutionnaliste. aujourd'hui, il y a 3 blocs. Aucun de ces blocs n'est en mesure d'appliquer la totalité et l'intégrité de son programme. Voilà. Par conséquent, il faudra trouver des alliances entre 2 blocs contre un, ou une partie d'un bloc avec l'autre partie d'un bloc. Bon, ça, c'est les groupes parlementaires qui vont travailler à cette construction d'une coalition. Avec, si vous permettez, avec un point, je dirais, mathématique ou arithmétique très simple, que l'on oublie trop souvent. Pour un gouvernement, il ne faut pas avoir 289 voix de soutien. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir 289 voix contre. Autrement dit, la charge de la preuve, pour un juriste, la charge de la preuve de la confiance, c'est pas le gouvernement qui doit apporter la preuve qu'il a la confiance, c'est les députés qui doivent apporter la preuve qu'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement. Ce qui veut dire qu'un gouvernement minoritaire ou de coalition peut tenir tant que les oppositions, bien que majoritaires, ne se mettent pas ensemble. C'est ce qu'on a connu sous Rocard en 88, c'est ce qu'on a connu depuis 2022. Pour des motions de censure. Exactement. Anita Hausser. Mais sous Rocard, il y avait une majorité relative très forte. Il Oui. manquait une dizaine de voix. Oui. Donc c'était tout à fait différent. Il n'y avait pas les 3 blocs comme aujourd'hui.
Il y avait la gauche et la droite. Mais le gouvernement Rocard a failli tomber parce que À cause de la CSG, oui. les communistes ont voté une fois avec la droite et ça Ouais. s'est joué à rien du tout. Rien du tout. Si on se met un petit peu à la place d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal a remis ce matin sa démission comme il est d'usage. Emmanuel Macron l'a refusé. Gabriel Attal, actuel Premier ministre, doit gérer les affaires courantes. Que peut-il faire? Que doit-il faire? Dominique Rousseau, j'aimerais vous entendre dans un instant sur la Constitution. Que prévoit-elle dans ce moment-là? Et Jean-Pierre Jouyet, en tant qu'ancien secrétaire général de l'Élysée, si vous étiez à la place aujourd'hui d'Alexis Collère, votre successeur, que conseilleriez-vous à Emmanuel Macron politiquement? Non, mais je crois qu'Emmanuel Macron attend de savoir quelle est la configuration exacte des différents groupes parlementaires. Deuxièmement, il souhaite que le gouvernement expédie les affaires courantes, et tout au moins parce qu'il a des déplacements internationaux, comme vous le savez. Il y a le 14 juillet Les Jeux et Olympiques. la préparation des Jeux Olympiques. Bon, le tout est de savoir s'il peut maintenir ce gouvernement expédiant les affaires courantes jusqu'aux Jeux Olympiques, pour être clair. C'est quand même ça. Alors, vous semblez enjamber la date fatidique du 18 juillet. Elle est essentielle, la date du 18 Mais juillet. elle est essentielle. Oui. Je ne l'enjambe pas parce que, sous le contrôle de mes collègues, le 17 juillet, vous avez l'élection de la présidente ou du 18, président de Le 18, le jeudi, ça c'est Dominique Rousseau, c'est la Constitution qui le prévoit. Voilà. Le jeudi suivant le second jeudi, tour. vous avez l'Assemblée nationale Se réunit. se réunit sous une nouvelle présidence. Et on va voir qui va être président ou présidente de l'Assemblée nationale. Et sur ce plan-là, ce qui est important, c'est de voir s'il n'y a pas eu de changement de gouvernement, comment le Parlement va réagir le 18 juillet à cette continuité, cette expédition des affaires faudrait courantes. juste ajouter une chose, c'est Anita qu'avant Ossar. l'élection, avant qu'on procède à l'élection du président ou de la présidente, il y a la formation des groupes parlementaires. Et ça, c'est le plus Et là, important. C'est le plus important parce que c'est là où vraiment les troupes vont se compter Exactement. et où on saura qui a le plus de voix de ce côté, au milieu, Qui est à le droite, premier à groupe, gauche. surtout? Est-ce que le RN est le premier groupe ou est-ce que le nouveau Front Populaire fait un nouveau groupe pour être Et comment supérieur en se nombre? répartissent les forces au sein du nouveau Front populaire? Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que maintenant, les groupes doivent déclarer s'ils sont dans l'opposition ou dans la majorité. Le problème, c'est qu'actuellement, on ne sait pas s'il y a une majorité, où est la majorité. Ce qui serait important, c'est effectivement, c'est la date du 18 juillet. Parce qu'aucun groupe ne peut, à lui tout seul, élire le ou la présidente de l'Assemblée nationale. Et donc, qui va s'allier avec qui? Et donc la désignation du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale sera déjà une indication sur la possibilité ou non d'un gouvernement de coalition. Est-ce que ça veut dire potentiellement qu'on peut connaître le président ou la présidente de l'Assemblée avant le futur prochain Premier ministre? Ah ben oui, ça absolument. Ça, on là, saura, j'en suis oui. certain. Vous Oui. avez des personnalités que je ne citerai pas, mais dont le nom a émergent. été évoqué, qui émerge, Pourquoi vous ne le citeriez pas pour nos Parce- auditeurs et auditrices? parce que c'est un ancien président de la République. Et On ne dit pas son nom. Ah, François Hollande, député de Corrèze. Je veux dire, dont le nom Circule. dont le nom circule pour Pour cela. aller au perchoir, hein? Pour aller au perchoir. Bah, vous nous donnez peut-être un scoop, Jean-Pierre Jouyet. Voilà. ce soir. Non, je ne vous donne pas de scoop, je vous dis ce que j'entends. Anita Oui, Ossar, c'est vous une qui personne- connaissez par cœur les arcanes parlementaires. Ah oui, mais attendez, moi j'ai jamais vécu la situation actuelle. J'ai connu le Parlement avec une droite, une gauche, un centre qui en général était minoritaire et j'ai connu la force d'appoint en 1988, justement quand il y avait une majorité relative où c'était un certain nombre de députés centristes qui apportait ou refusait de voter la censure contre Michel Rocard. C'est comme ça que ça a fonctionné pendant tout le gouvernement Rocard. Aujourd'hui, on est quand même dans une configuration que je ne saurais pas vous décrire. Ah oui. Raphaël Glucksmann, hier soir, a estimé qu'il fallait se comporter en adulte et changer de culture politique.
En est-on collectivement capable? Dominique Rousseau, vous, ça fait des années que vous demandez une révision de la Constitution, voire même une nouvelle Constitution. Ben, changer de culture politique, ça veut dire rentrer dans une culture parlementaire qui considère que le compromis, c'est pas la compromission, que la délibération parlementaire, c'est de la négociation, et que lorsqu'on abandonne une partie de son programme, on n'est pas traître. Bon, c'est ça la culture. Changer de culture. Tous les autres pays européens y arrivent. Au Parlement européen, c'est le quotidien. Et pourquoi serait-on, nous, incapables d'exercer, de pratiquer cette culture parlementaire? Et selon vous, Dominique Rousseau, la Constitution actuelle du général de Gaulle permet ça? Elle le permet. Dans la configuration actuelle. Dans la Rien ne configuration, l'interdit. dans la configuration actuelle, elle le permet. Aucun groupe, si vous voulez, je vais me répéter, aucun groupe ne peut imposer son programme. Et pour qu'il y ait un gouvernement, il faudrait donc qu'il y ait abandon de certaines parties du programme, ne serait-ce que pour que le gouvernement tienne un an, jusqu'à ce que le président de la République retrouve le droit de dissoudre s'il veut dissoudre. C'est Edgar Faure qui parlait déjà de majorité d'idées. Absolument. Oui. Jean-Pierre Jouyet. Mais je crois que ce que dit Dominique Rousseau est extrêmement important. Je crois que ce à quoi on assiste et ce qui est nouveau là, c'est que ça permet vraisemblablement un changement de culture politique et que l'on retrouve une culture parlementaire qui vit sous la Ve République, mais qui a moins vécu jusque-là, mais qu'on va retrouver effectivement avec des pouvoirs du Parlement qui vont être assez importants. Et vous pouvez trouver majorité d'idées ou, comme l'a dit Raphaël Glucksmann, que chacun soit responsable. Il y a un autre... Allez-y, Nadine Tausser, pardonnez-moi. Journaliste à Atlantico. Là, on est dans la théorie, parce qu'il faut essayer de matérialiser la chose. Et vous imaginez, je ne sais pas moi, Mathilde Panot s'asseyant à une table avec Laurent Wauquiez, par exemple, et puis Et François Hollande. François Hollande, disons, qui prend de la hauteur, Sylvain Maillard. Je veux dire, tout ça est pour l'instant un peu irréel. Oui, mais là évidemment, vous prenez cet exemple. Mais s'il y a un gouvernement de coalition, si on suit ce que dit Raphaël Glucksmann... Oui, mais il est au Parlement européen, lui. Hein. Oui, mais Jérôme Goetz tient le même discours. Si on prend les socialistes, les écologistes, les communistes, une partie de Renaissance, une partie de Modem, une partie d'Horizon, on peut arriver à faire une coalition qui, encore une fois, n'est pas contre elle 289 députés. Parce que c'est ça le problème. N'est pas contre elle 289 députés. Donc c'est possible si on rentre dans cette culture parlementaire, cette culture de la délibération, de la négociation. Mais cette culture de la délibération et de la négociation, ça signifie que le nouveau Front populaire ne fonctionnera jamais. Bah oui, évidemment. Oui, mais attendez-vous et surtout, à des lendemains un peu agités. Est-ce qu'on ne serait pas, si on suit votre raisonnement, Dominique Rousseau, en train de reproduire le scénario à l'italienne, avec Mario Draghi qui avait fait un grand gouvernement quasiment d'union nationale, qui a conduit à Giorgia Meloni, et finalement peut-être tout ce que les Français rejettent? Non, parce que là, dans l'hypothèse que j'invoque, c'est pas un gouvernement technique, c'est un gouvernement politique. C'est un gouvernement politique. De Fabien Roussel à Sylvain Maillard. Alors, de Fabien Roussel à... Alors, pas tout. Il y aura, effectivement, vous avez raison, à l'intérieur de l'Alliance de gauche, il y aura des frictions. LFI se mettra dans un coin. Et puis, dans le groupe Renaissance, dans le groupe Modem, dans le groupe Horizon, ils n'iront pas tous dans cette alliance. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas une majorité, 289 voix contre. Mais pour quel programme, Jean-Pierre Jouyet? Mais ce sera un programme, vous avez raison, qui empruntera à celui du nouveau Rassemblement populaire, pour être clair avec vous, puisque c'est le groupe qui est arrivé
en tête, mais sur lequel vous avez effectivement, Dominique Rousseau l'a dit, vous avez différents blocs. Les socialistes et LFI sont pratiquement à la même hauteur actuellement. Ils n'ont pas toujours les mêmes visions. Sur tout ce qui est international et européen, je vois peu de là, on arrivera, comme on l'a fait auparavant, à trouver des idées communes sur le plan de la politique internationale, j'en suis certain. Mais par exemple, sur la réforme des retraites, comment Horizon et le nouveau Front populaire peuvent gouverner ensemble? Mais parce que là, vous êtes sur l'idée, vous restez sur l'idée, je dirais, présidentialiste. C'est-à-dire, c'est Voilà. mon programme, c'est mon programme, c'est mon programme. Enfin, j'ai surtout entendu tous les responsables politiques Oui, non, ces mais ça- dernières heures. non, Mais, évidemment, ils disent ça. en tout cas, vous êtes optimistes tous les trois. Vous pensez qu'on peut réussir à faire une coalition à l'allemande? Jean-Pierre Juillet. Je crois que c'est pas parce qu'on est optimiste, je crois que l'on va y être obligé. Et si on veut représenter les Français, ce qui a été le Front républicain, ça a été un Front républicain, on doit le retrouver quand même dans une sorte de majorité d'idées, parce que sinon les Français ne comprendraient pas que rien ne change alors qu'ils ont voté, comme vous l'avez dit, à 67%. France Culture, le temps du débat. Astrid de Vilaine. Ce soir, la France a dit non à l'arrivée du RN au pouvoir. Je veux ici, à travers vous, remercier les millions de Françaises et de Français qui nous permettent ce soir un soupir de soulagement. Ce vote est d'abord la victoire du nouveau Front populaire qui a su unir la gauche, incarner une espérance, imposer contre le danger de l'extrême droite un front républicain. Ce vote a permis d'éviter le pire, mais il ne peut se limiter à n'être qu'un répit. Il doit ouvrir à une véritable refondation autour de grands axes qui permettent à nouveau de faire nation. La voix d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, hier soir, dimanche 7 juillet, au soir du second tour des élections législatives anticipées. Un soupir de soulagement, une refondation, un avant et un après 7 juillet. Vous le diriez en ces termes, Dominique Rousseau? Je pourrais le dire en ces termes, en ajoutant peut-être, ou en insistant sur un point, c'est que si l'Alliance de gauche est majoritaire, c'est aussi parce que, majorité relative, arrive en tête. Aux dernières informations de l'AFP, 193 sièges. 193 sièges. Ce sont des électeurs qui ont voté contre le Rassemblement national. Donc il ne faut pas croire que les 193 ont adhéré au programme de l'Alliance de gauche. Ceux qui ont voté pour l'Alliance de gauche, ce sont des gens qui ne voulaient pas voir la majorité absolue au Rassemblement national. Et ça, les responsables de gauche, c'est peut-être ce que veut dire Raphaël Glucksmann, adulte, comme ne pas faire la faute de Macron en 2022, qui a dit « je sais très bien et j'en tiendrai compte ». Bon, il n'en a pas tenu compte. Là, il ne faudrait pas que la gauche fasse la même erreur en croyant que les 193 ont voté pour l'application du programme, tout le programme, il n'y a que le programme. C'est vrai pour la Anita gauche et c'est Ossar. vrai pour ensemble. C'est-à-dire vrai que pour tout le ensemble. monde doit quelque chose à l'autre. Absolument. Les désistements ont fonctionné de manière incroyable. Oui. Personne n'y croyait. Oui. Est-ce que finalement c'est la revanche des castors? C'est-à-dire c'était ce peuple de gauche, ce que vous disiez, Dominique Rousseau, qui a voté à 2 reprises pour Emmanuel Macron pour faire barrage, mais qui aujourd'hui se retrouve en tête. Jean-Pierre Juillet. Il est certain que ce sont des personnes qui se sont retrouvées à gauche, qui sont allées revoter, mais comme le dit Dominique Rousseau, ils ont voté aussi contre le Rassemblement national et non pas pour le seul programme du nouveau Front populaire. Et ça, il faut en tenir compte. De même que ceux qui ont voté ensemble, vous avez pas mal de personnes de gauche et qui étaient LFI et tout ça, qui sont allés voter ensemble, je prends le Pas-de-Calais, par exemple, sans avoir été auparavant séduits par Renaissance. Mais vous avez entendu Marine Tondelier, la patronne des écologistes, qui est l'une des révélations de cette campagne, qui dit « nous appliquerons notre programme et on C'est ce votera qu'on dit toujours.
Qu'est-ce qu'ils font, en fait, en refusant la coalition en ce moment, le nouveau Front populaire? Est-ce qu'ils font un rapport de force politique? Est-ce qu'ils jouent le coup d'après parce qu'ils cherchent un premier ou une première ministre? Comment vous l'analysez? Mais, la position de Marine Tondelier, si j'ai bien lu son tweet, n'est pas exactement sur la même position La que... question, je vais vous le lire. Oui. La question maintenant est simple. Qui, dans les forces républicaines, est prêt à soutenir notre programme arrivé en tête? Oui, sauf que dans un autre tweet, elle part de aligner sur. C'est-à-dire que la coalition qui pourrait se former, je dis bien qui pourrait se former, parte du programme du groupe qui est arrivé en tête, c'est parlementairement logique. En revanche, tout le programme de l'Alliance de gauche, ça, ce n'est pas parlementairement logique. Donc il faudra que une partie de cette Alliance de gauche négocie avec des partis qui sont dans le groupe ensemble un programme minimum pour tenir au moins 1 an. Sinon, on va vers la crise de régime. Anita Osser? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, et surtout, sous la houlette de qui est-ce que cela va se passer? Parce que là, Emmanuel Macron a dit à Gabriel Attal, tu restes en place, vous restez en place le temps qu'il faut. Bon, le temps qu'il faut, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors, pour Emmanuel Macron, c'est très confortable, parce que les lendemains d'échecs électoraux, même pour le président de la République, c'est très désagréable. Moi, j'ai le souvenir, surtout de 1997, où le parti majoritaire qui avait été renvoyé dans ses foyers, c'est-à-dire le RPR, s'était divisé, s'était braqué contre Jacques Chirac, qui a passé quelques mauvais moments quand même à ce moment-là. Donc là, Emmanuel Macron, finalement, il se préserve, il est en arrière de la main et il attend que ça se passe. Il se donne du temps. Oui, il est clair qu'il se donne du temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est combien de temps et combien de temps aussi les Français vont se dire pourquoi on a voté s'il ne se passe pas quelque chose de nouveau. Mais où vous avez raison tous les deux, c'est que pour le moment, on est sur une position où le nouveau Front populaire veut gouverner son programme et tout le programme. Est-ce que c'est ce que Emmanuel Macron va tenter cela? C'est pas du tout évident. Alors, un mot quand même du Rassemblement national, parce qu'on a beaucoup parlé de défaite depuis hier soir. C'est vrai que le RN arrive à la 3e place. Enfin, il progresse quand même en nombre de sièges. Il fait 32% des voix, plus 58% d'augmentation de députés, des nouveaux alliés et pas des moindres, la droite républicaine, ou en tout cas... Une partie, d'Éric Ciotti, quand même, le patron de l'ancien parti gaulliste. Je rappelle 9 millions de voix quand même le 30 juin au premier tour des élections législatives. Le Front républicain a fonctionné, Dominique Rousseau. Est-ce le fait du scrutin majoritaire à 2 tours? Mais vous avez parfaitement raison de poser la question parce que, quitte à vous provoquer un petit peu, on aurait le scrutin anglais, le Rassemblement national aurait la majorité absolue aujourd'hui et Bardella serait Premier ministre. Exactement. Et j'en viens donc à ma deuxième question. Est-ce que si la gauche n'arrive pas à faire un grand groupe institutionnellement ou politiquement, Emmanuel Macron peut très bien dire Jordan Bardella, premier groupe le RN, c'est vous qui êtes Premier ministre. Voilà. Mais là, on va retrouver la question. Il y aura une majorité... mais c'est possible d'un point de vue constitutionnel. Attendez, et politique, Jean-Pierre Non, Juillet. mais là, Là, on va trop loin dans les scénarios. J'imagine mal cela compte tenu de ce qui a été l'appel au Front républicain. Et là, il y aura quand même un problème j'allais dire, alors là, pour le mathématique, coup, de la gauche jusqu'à Horizon et jusqu'au LR. Il faut peut-être se poser la question pourquoi le Front national, le Rassemblement national, a perdu. Il a perdu cette élection. Il a perdu, mais gagné 38 députés. Attendez, il y a une semaine, on lui prêtait 300 élus. Lundi dernier, on disait il pourrait être 300. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte des faiblesses du Rassemblement national qui nous avait vanté son plan Matignon en nous expliquant qu'ils étaient prêts, que les investitures étaient prêtes, qu'ils avaient travaillé. Et en réalité, rien du tout. Il y avait quelques bastions qui étaient effectivement bien tenus et on a réalisé la faiblesse des candidats et c'est pour ça aussi qu'ils ont perdu. Pas les fameuses brebis galeuses, comme les a surnommées lui-même Jordan Bardella. Pas que les brebis galeuses, des candidats
inconnus, totalement insuffisants, qui ne connaissaient pas leur dossier, ce qui a surpris tout le monde, puisqu'on nous avait expliqué que justement, ils étaient prêts, qu'ils avaient travaillé. Donc je crois qu'ils ont eux aussi besoin de faire un examen de conscience Exactement. s'ils veulent progresser. Ce qu'a dit d'ailleurs Jordan Bardella aujourd'hui. Il a dit, je reconnais qu'il y a eu des erreurs dans les candidatures, dans les expressions, Ça va au-delà sur des les candidatures. binationaux et tout. Il a reconnu quand même qu'il y avait eu un certain nombre d'erreurs de commises. Si on reparle un petit peu des institutions, de la Constitution, puisque c'est le thème de cette émission, est-ce que Emmanuel Macron, en un sens, revient au septennat, Dominique Rousseau? Au septennat. Et pourquoi reviendrait-il au septennat? Parce que ça se trouve, il ne va pas pouvoir gouverner lui-même, en fonction de la Ah, vous voulez coalition. dire qu'il aura fait 5 plus 2? Oui. Alors, oui. Et il décorrèle, alors le mot n'existe pas, mais enfin, on revient à avant l'an 2000, c'est-à-dire les élections législatives, 3 ans avant Oui, les mais élections. c'est ce qu'avait fait déjà, par exemple, François Mitterrand. Mitterrand a fait 5 plus 2. Il a gouverné 5 ans, 86, et il n'a pas gouverné de 86 à 88. Et après, il a fait 88-93. Rien de nouveau. C'est 5 plus 2. Voilà. Et Chirac a fait l'inverse, 2 plus 5, lui. donc, si vous voulez, l'idée... Il n'y a pas un rejet du quinquennat. C'est un peu le fond de ma question. Après, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut rétablir le septennat, renouvelable ou pas renouvelable? Bon, on tourne autour depuis des années autour de ces institutions. On tourne surtout autour du mode de scrutin. Oui, je veux dire, c'est vrai, de la proportionnelle. Je veux dire, tout le monde réclame la proportionnelle. Emmanuel Macron avait promis qu'il la ferait. En 2022, quand on s'est retrouvé face à une majorité relative, la proportionnelle s'imposait. Or, on il a n'a pas pu la tergiversé. C'est pas qu'il n'a pas pu, il n'a pas voulu. Il y a eu l'affaire Benalla qui est venue percuter cette réforme, en effet, de promesse de campagne. L'affaire Benalla, elle a duré un été et puis c'était fini. Je veux dire, il aurait très bien pu faire la. Pourquoi ne l'a-t-il pas faite, à votre avis? Ça. Non, Jean-Pierre Jouyet. Il proposait, je le rappelle pour nos auditeurs et auditrices, d'introduire une dose de proportionnelle, de baisser d'un tiers le nombre de députés et de sénateurs et de mettre en œuvre un nouveau droit de pétition. J'ajoute que vous, Dominique Rousseau, vous plaidez aussi pour une constituante. Alors, non, mais je plaide pour une révision de la Constitution parce qu'il me semble que cette Constitution a un problème. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le doyen Vedel. Il y a une équivoque constitutionnelle, qu'on le veuille ou non, au niveau de l'exécutif. Il y a une équivoque constitutionnelle. Premier ministre ou président de la République, et quelle que soit la couleur politique. Il y a eu des problèmes entre De Gaulle et Debré, il y a eu des problèmes entre Pompidou et Chaban, il y a eu des problèmes entre Sarkozy et Fillon, il y a des problèmes... Voilà. Autrement dit, de mon point de vue, il faut lever l'équivoque constitutionnel afin de savoir qui détermine la politique du pays. L'article 20 et 21, c'est le Premier ministre. Vous parlez des deux têtes de l'exécutif qui se marchent dessus, qui ne sont pas claires, un président qui ne préside pas mais qui gouverne, c'est ça, Jean-Pierre Jouyet? Mais je suis tout à fait d'accord avec Dominique Rousseau. Là, il y a une ambiguïté qui convient de lever. Parce que, comme vous le remarquez, et même aujourd'hui, même ces jours derniers, vous avez vu les déclarations d'hier du Premier ministre, tout, il a pris quand même quelques distances, si je peux me permettre. Il n'a pas été informé de la dissolution par avant. Donc, il y a quand même, je crois, là, sur les deux têtes de l'exécutif, il y a effectivement des clarifications à faire, surtout si on retrouve dans une hypothèse de coalition ou de cohabitation. Mais là, ça tient à la personnalité d'Emmanuel Macron, parce que j'ai trouvé un peu fort de café quand il disait dans sa déclaration annonçant la dissolution qu'il avait consulté les personnes concernées. Il avait passé un coup de fil à Gérard Larcher et il a alerté... Il l'a mis dans ses archives d'ailleurs, Gérard Larcher. Oui, et il a prévenu Yael Braun-Pivet au moment où elle est arrivée à l'Élysée. Oui. La présidente de l'Assemblée qui n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord avec... Qui a exigé un entretien. Qui a exigé un entretien qui a été, pour le moins, minimal, d'après ce que j'ai compris. Juste un mot sur le rôle du Premier ministre. En même temps, cette ambiguïté permet à la cohabitation, pour le coup, de fonctionner. Parce qu'ils arrivent à s'équilibrer quand il y a cohabitation et qu'ils ne sont pas du même camp. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, c'est un dysfonctionnement par rapport à la logique parlementaire. On sait très bien que notre Constitution a, une structure parlementaire. Un président qui n'a pas de majorité absolue est un président nu.
il ne peut rien faire. C'est pour ça que Mitterrand a dissous en 81, c'est pour ça qu'il a redissous en 88, parce qu'il savait très bien que s'il n'avait pas de majorité, il ne pouvait pas appliquer ses 110 propositions. Donc, contrairement aux apparences, le moteur de l'action, c'est l'Assemblée nationale, avoir ou ne pas avoir une majorité absolue. On l'a bien vu depuis 2022, où Emmanuel Macron n'avait pas de majorité absolue. Sa chance, c'est qu'il n'avait pas de majorité absolue contre lui, ce qui lui a permis de faire passer quasiment toutes les lois qu'il souhaitait. Là, encore une fois, on se retrouve devant cette hypothèse où aucun groupe, aucun bloc ne peut imposer son programme, quoi qu'il dise. Bon, mais ça, c'est normal, hein. Quoi qu'il dise, aucun bloc ne peut imposer son programme. Donc, il faut que deux blocs ou des parties du bloc, parce que vous avez dit tripartie... Je dis, moi, tripolarisation ou tripartition, mais on avance en marchant. On pourrait reprendre du Verger, hein, c'est-à-dire c'est une quadrille bipolaire, disait du Verger. C'est-à-dire il y a une bipolarisation, mais à l'intérieur, il y a le PS, le PC, et à droite, il y a le RPR et l'UDF. Là, si vous voulez, il y a effectivement un bloc de gauche, mais à l'intérieur du bloc de gauche, vous avez au moins 4 partis. Exactement. Et vous avez un bloc de droite et vous avez au moins 3 partis. 3 partis. Donc, si vous voulez... Vous mettez ensemble dans le bloc de droite. Comment ? Ensemble. Bah oui. Oui, vous avez Horizon, vous avez le Modem, vous avez Renaissance. Mais est-ce que pour vous trois, le scénario le plus probable, finalement, c'est la gauche dont vous parlez, écologiste, communiste, socialiste, et l'aile gauche d'ensemble? Ben, c'est cette, excusez-moi, c'est cette, Dominique Rousseau. C'est cette, comment dire, c'est ce scénario qui est le seul à ne pas avoir contre lui je reviens toujours, une majorité de 289, pour la motion de censure. 289 députés. Sinon, on arrive bientôt. Je suis d'accord avec Jean-Pierre Jouyet, vous êtes d'accord. Ouais. Anita Haussart aussi. On arrive bientôt au terme de cette émission et j'aimerais quand même vous soumettre, je ne sais pas si vous avez pu lire l'Express et l'interview du maire de Marseille, Benoît Payan, socialiste, qui lui en appelle carrément à une nouvelle République, mais maintenant. Il demande à Emmanuel Macron d'ouvrir la voie à un référendum sur le sujet de la Constitution dès aujourd'hui, alors que les législatives se terminent. Il faut revoir, dit-il, la Constitution du sol au plafond. Et Dominique Rousseau, vous, j'ai envie de citer quelques-unes de vos propositions. Un droit d'initiative législative au profit des citoyens, l'obligation pour les élus de réunir dans leur circonscription des assemblées primaires de citoyens pour débattre des projets de loi, le droit à la protection pour les lanceurs d'alerte, un pouvoir judiciaire vraiment indépendant. Les Gilets jaunes réclamaient le fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne. Qu'en pensez-vous de cette idée de Benoît Payan ? Je rappelle qu'il est en plus dans ce fameux bloc de gauche. Absolument. Alors, le RIC, moi, je n'y suis pas du tout favorable, mais qu'il faille travailler à rénover nos institutions, sans doute. Parce que, si vous voulez, je crois, là, je pourrais citer Benjamin Constant, qui disait que les institutions tiennent tant qu'elles sont connectées à l'ère du temps. Or, aujourd'hui, si vous voulez, l'ère du temps, c'est une demande des citoyens d'être associés à la fabrication de la loi. Or, notre Constitution ne le permet pas. Donc, il faudra se poser effectivement, à un moment donné, la question de la refonte de la Constitution. Et on se posera cette question cette semaine, sans doute, dans le temps du débat. Merci Dominique Rousseau, constitutionnaliste, d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. Et Anita Haussart, journaliste politique et parlementaire à Atlantico. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Juliette Deveau, Zoé Véziroglou, Tom Umdenstock, à la réalisation Luc-Jean Reynaud et à la technique Raphaël Rousseau. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur France Culture et à demain.